sûr bien, oui, oui, oui. Faut que je joue là? 2 secondes, 2 secondes. Merci Magloire Vidal, merci Christian Gorelli d'avoir fait cette introduction à la Nuit des Musées 2015. Et c'est avec un grand plaisir qu'on va vous faire partager un grand événement au Musée d'Art Naïf, puisque dans le cadre de la promenade des Anglais, je crois que nos amis artistes, musiciens et poètes nous ont bien introduit à cet univers de Nice, de la Méditerranée, de tout ce que nous vivons au quotidien, et que nous allons essayer de redécouvrir dans la sensibilité, dans l'émotion. Ce n'est pas toujours un parcours très facile, et c'est aussi l'épreuve qu'on va vous faire vivre ce soir dans ce musée, à travers donc deux artistes que je salue avec le cœur. Évidemment Jonathan Brown et Frédéric Ladowski, qui est arrivé subrepticement il y a quelques minutes. Beaucoup d'entre vous les connaissent déjà tous les deux, puisque Jonathan Brown et Frédéric ont déjà fait des ateliers ici au musée. Mais cette fois-ci, c'est un peu particulier, puisque vous avez certainement entendu parler déjà de ce grand programme sur la promenade des Anglais, puisque la ville de Nice compte faire inscrire la promenade des Anglais au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc, en fait, le lancement de cette opération, si j'ose dire, c'est vous qui allez le faire ce soir, à travers bien, ces ateliers menés par Jonathan et Frédéric, puisque c'est l'entrée en matière sur ce thème de la promenade des Anglais. La promenade, bien sûr, un sujet qui nous tient à cœur. D'abord parce que, en ce qui concerne Frédéric, il nous avait déjà fait par le passé, lors de son dernier atelier en résidence, cette œuvre-ci qu'il a donnée au musée et qui est pour nous un de nos grands chefs-d'œuvre. Et puis aussi parce que Frédéric, lui aussi, a fait un certain nombre d'œuvres, d'expositions dans ce musée. Certains de vous les connaissent déjà, à travers ces personnages. Certains d'entre eux sont déjà parmi nous ce soir, bien d'autres vont venir. Et on peut dire qu'à partir de ce soir, donc 16 mai 2015 jusqu'au 12 juin 2015, bien évidemment, eh bien, ces deux artistes vont créer, ici même où vous vous trouvez, comment dire, je ne dirais pas un laboratoire à propos de la promenade des Anglais, mais ce que eux, en tant qu'artistes, vont créer aujourd'hui dans un lieu qui est bien évidemment particulier. Le musée d'Art Naïf, nous ne sommes pas très nombreux sur ce territoire à avoir ce programme muséal. Comme vous le savez, c'est un programme un peu atypique, puisque ce sont des gens qui, globalement, vont travailler dans une certaine forme de résistance, on va le dire. Et c'est pourquoi le programme musical de ce soir nous y a largement introduit, je crois. Et c'est dans cette conception, en fait, de l'art, qui n'est pas du tout sur les sentiers battus, qu'on va se retrouver mentalement dans cette promenade des Anglais. Pourquoi promenade des Anglais? C'est quelque chose qui nous tient à cœur précisément au musée. C'est que si on fait un peu notre parcours à l'envers, eh bien cette promenade, comme on en parlait avec Jonathan il y a un instant, c'est, je dirais, cette
marge, cette espèce de frontière qu'il y a entre la vie quotidienne exacerbée, entre le bruit, les obligations, les familles, le travail, tout ce qui constitue notre modernité, et puis tout d'un coup cette mère qui, elle, agit au gré de son vent, de ses humeurs, de la propre nature. Donc deux univers qui sont au quotidien mitoyens et qui en quelque sorte ne se parlent pas forcément. Eh bien, ces artistes de ce soir vont les faire communiquer. Évidemment, c'est le début, mais je dirais que c'est aussi votre présence qui va peut-être d'une certaine manière les inspirer. Donc vous êtes tous acteurs ce soir de cette, on va appeler cette performance en quelque sorte. Je peux vous dire, tant pis si j'ai jeté le secret, mais tous les deux sont un petit peu inquiets quand même de cette opération. Parce que c'est pas un programme où, en gros, ils se sont fait leur maquette et puis tout d'un coup, on va le mettre en application. Non, c'est vraiment quelque chose qui va démarrer ce soir, qui va se terminer globalement dans un mois, et que les visiteurs ensuite poursuivront eh bien, dans leur mémoire, dans tout ce qui fait le travail entre un artiste et un visiteur. Donc, je vais m'éclipser bien sûr, parce que mon rôle c'était de vous faire rentrer un peu dans ce mystère de la promenade des Anglais au musée d'Arnaï spécialement, et bien évidemment pour laisser bien naître cet imaginaire, et vous avez bien compris qu'on a besoin de vous ce soir, le plus longtemps possible, parce que de votre présence, eh bien, il va se passer quelque chose. Donc, chacun d'entre vous doit se sentir concerné. Et c'est nos acteurs principaux, j'aurais presque envie de dire préférés, qui sont ici ce soir pour traduire, transposer en art ce qui est notre quotidien. Merci à tous et surtout merci à Jonathan et Frédéric qui, à partir de maintenant, top départ, c'est votre... La parole. C'est vrai que c'est inquiétant parce qu'en fait, j'ai maintenant ici des murs qui sont plus grands que la chapelle Brancacci. Et là, il y avait Masaccio ainsi que l'autre. Donc, que faire? Et franchement, je ne crois pour l'instant j'ai trop d'idées. Parce qu'en fait, tout d'abord, il y a la question, est-ce que le sujet, c'est la promenade des Anglais ou est-ce que c'est la baie des Anges? La promenade des Anglais, et je dois dire que je suis écossais, donc déjà il y a un problème. Excuse-moi. Par contre, un des éléments que je trouve très attirant, c'est la confrontation entre tout ce qui est matériel, la richesse de la forme, la richesse de la Côte d'Azur, la richesse des appartements, tout ça, et la nature. Et ça, je trouve très intéressant, parce qu'il y a une certaine beauté dans les deux, et il y a des dangers dans les deux aussi. Et donc, je pense que je vais travailler un tout petit peu sur ça. Récemment, j'ai découvert l'histoire de la promenade des Anglais. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais c'était un truc vraiment un peu bizarre, parce que les Anglais qui sont venus à Nice, nombreux, pour partager l'hiver avec la reine Victoria, ont trouvé qu'il y avait une catastrophe il y a 150, 160 ans. Il y avait une catastrophe dans l'industrie des oliviers, surtout dans les côtés de Grasse et tout ça. Il y avait tellement d'ouvriers qui n'avaient pas de moyens du tout pour vivre, qu'ils ont conçu l'idée de construire cette espèce de promenade pour leur donner du travail. Et les Anglais ont trouvé les moyens de payer les paysans pour les sauver. Donc c'est un truc un peu bizarre quand on fait la réflexion que maintenant c'est un endroit de richesse, mais finalement ça a été conçu par un esprit de générosité importante. Et bon par contre, moi je ne suis pas tellement dans la couleur, hein, ça se voit. Hein. Je n'ai que 2-3 couleurs, je sors de la tube, je vais de là, voilà, c'est comme ça. Par contre, Frédéric,
analyse. C'est quelqu'un dont les couleurs sont fortes et qui sort d'autres tubes que les miennes. Donc, moi, j'ai décidé de faire mon travail en noir et blanc. Parce que si je fais dans ces couleurs, et Frédéric, on pense qu'on va faire comme un défilé de ces personnages au milieu, et c'est à moi de faire les murs. Et pour l'instant, je pense que je vais travailler en noir et blanc. Mais peut-être, si on libère un pot du bleu des chaises de Nice, qui sait? Qui sait? Et bon, ben... Frédéric! Coucou. Allez, à toi. Le voilà. Alors, merci d'être là. Alors moi je suis canois. On me demande de venir à Nice et de travailler sur la promenade des Anglais. Déjà, il y a toujours un petit problème entre Cannes et Nice, hein, au niveau, voilà. Bon, ça c'est une chose. Bon, que dire donc moi je suis content que Jonathan va travailler sur tous les murs. Et à partir de là, ben, moi je vais m'adapter par rapport à son travail. Donc c'est un travail d'équipe et voilà, donc on va voir sous quelle forme et comment ça va se mettre en place. Et je pense que ça va très bien se mettre en place, parce qu'il a beaucoup d'idées. Frédéric, parle-nous justement un peu de tes personnages habillés, l'évolution entre les sculptures qui sont dehors, celles qui sont ici, comment tu les conçois, comment elles vont fonctionner dans Les sculptures qui sont dehors, elles ont plus de 20 ans maintenant, donc il y a un laps de temps assez important. Comme vous pouvez voir, ils ont des longs bras, enfin, ils sont très différents au niveau des formes. Aujourd'hui, maintenant, mes sculptures, ben, elles sont plus, peut-être plus à taille humaine et plus réelle, quelque part. Donc les bras sont redevenus normaux. Là, en fait, ces sculptures-là, ce sont des sculptures qui sont en résine, fibre de verre, et qui sont peintes avec des pigments de couleur que je mélange dans la résine et je les peins comme ça. Tandis que celles-là, c'est mes sculptures les plus récentes. En fait, ce sont des vêtements que j'achète et que je réadapte à la sculpture. Et je passe les vêtements dans la résine. Donc c'est encore autre chose. Et il va sûrement encore avoir une évolution, que je sens plus rapprochement. En fait, quelque part, ça va devenir de plus en plus réel, sûrement. Enfin, avec mon regard, je pense. Donc je pense que les visages vont changer aussi. Voilà. Alors, il faut lui poser des questions parce qu'il dit rien. J'en dis pas déjà. Bon, Moi, donc j'essaie d'aller chercher un peu. Mais est-ce qu'on a entendu parler de l'artiste allemand Gerhard Richter? je pense que tout le monde connaît. Moi, je déteste son travail. Mais il a toujours dit qu'il ne faut pas parler de l'art. Et d'une certaine manière, il a raison. Moi, je fais pas mal de lectures pour la préparation de ça. Quand j'ai parlé de la chapelle d'Ancacci, c'est parce qu'il vient de sortir un livre sur toutes les références et tout ça là-dedans. Et je me suis dit, oh, c'est... Mais l'année dernière, j'ai lu un livre très compliqué, très philosophique, sur Picasso, dont il y a un chapitre sur Guernica, qui me fascine. Guernica, c'est fascinant, mais qui me fascine surtout parce que c'est en noir et blanc. Et ce type, l'américain, qui s'appelle Clark, a écrit un livre en 6 chapitres ou 8 chapitres, dont un sur les Demoiselles d'Avignon, et un sur Guernica. Et c'est très intéressant parce que c'est un professeur qui a tout vu, qui a eu accès aux collections particulières, qui voyage partout dans le monde, il regarde, il est très intelligent, il semble avoir lu les choses qu'il cite, ce qui est déjà quelque chose, mais il fait une erreur, c'est qu'il considère la toile finie comme si c'était ce que l'artiste avait conçu au début. Et d'une certaine manière, ok, il y a entre 2 et 3 000 esquisses par Picasso
pour les Demoiselles d'Avignon, il n'y a pas une esquisse qui ressemble à la toile. Donc il y a toujours cet élément de... Oh, et surtout avec des cassos comme ça. Hein. Il y a toujours ça. Et c'est pour ça que d'une certaine manière, il ne faut jamais parler du travail d'un artiste. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'est-ce qui se passe au dernier moment. Il y a même des tâches sur Guernica qui ont été faites par Dora Maar. Parce que Picasso en avait marre. Bon, bah, il a raison. Bravo mon taciturne. C'est vrai, pour moi c'est plus facile de créer, de faire quelque chose que d'expliquer, de parler pourquoi je fais ça et pourquoi. Mais on ne vous demande pas de parler de ce qu'on aimerait, et on est là ce soir, pour que vous nous disiez un petit peu, à propos de la promenade des Anglais, ce que vous allez faire ici, quel a été votre parcours avant, par rapport justement à ces personnages qui sont tous à taille humaine, qui doivent devenir finalement les passants que nous sommes. Clinton, lui, recrée peut-être un peu notre univers du quotidien. Et en fait, quel est votre élément déclenchant, même sans parler de ce que vous allez faire, bien évidemment, comme on l'a dit, vous n'avez pas de programme défini avec des maquettes bien strictes. Je pense que c'est assez difficile, hein, parce que tout d'abord, il faut que je conçoive ce que je fais autour des personnages de Frédéric. Il y a un élément de duo, comme Frédéric vient de dire. Qui va tirer le premier? Qui va tirer le premier? Il a déjà lancé ses bombes. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une collaboration qui commence ce soir, parce que je n'ai pas vu cette salle vide comme ça avec les personnages avant ce soir. Donc déjà, il faut que je travaille là-dessus. Il y a également, j'ai pensé, il y a des arches. Peut-être que je vais faire une séquence d'arches où on voit la forme un peu style les arches au quai des États-Unis, ce qui n'est pas la forme. On a la liberté. Oui, oui. Il y a toutes les libertés. Et plus vous aurez de liberté, et plus vous lancerez vraiment l'excellence de votre imaginaire. C'est ça qu'on attend. Également, surtout avec cette confrontation entre le matériel et la nature, j'ai vu qu'il y a une arche et un truc vraiment très rectangulaire. Et je me pose la question si je vais travailler avec ça comme image de puissance de la nature et ça comme notre imagination assez limitée. C'est un immeuble rectangle. Parce qu'il y a quand même une confrontation géométrique sur la forme. On a les vagues qui font comme ça, il y a la forme de la baie, et ensuite les bâtiments. Peut-être il y a quelque chose là, j'imagine. C'est pour ça que le noir et blanc, ça va donner quelque chose. Parce que si vraiment vous voulez entendre, ce que moi j'adore surtout, c'est la peinture chinoise en rouleau. Et quand on a un rouleau de peut-être 20 mètres, et c'est un art très intime, on regarde le rouleau sur les genoux, comme ça, à une table. C'est pas possible pour 4 personnes, et c'est très intime. Et c'est comme une symphonie de Mahler. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Je fais comme ça, et ensuite, soudain, des falaises ou des eaux, des trucs comme ça. Mais l'important souvent, c'est que ce sont des œuvres qui ont été créées souvent par des artistes qui ont été exilés. Et donc, il y a cette magie du lointain dans leur inspiration, ce qui existe aussi sur la forme. Et souvent, on a une ligne grise
sont normalement en noir et blanc. Il fait comme ça. Et cette ligne, à un certain moment, c'est le ciel. À un certain moment, c'est une colline. À un certain moment, c'est un lac. Et c'est parce qu'il n'y a pas de couleur qu'on achève ce genre de référence qui est à la fois très précise et à la fois un peu floue. C'est pour ça que mon inspiration chinoise, il y a un avion. Parce que, d'une certaine manière, ça c'est le ciel qu'on entrevoit parmi les arbres. Par contre, c'est également la mer devant la ville. Et donc là, c'est mon moment un peu chinois. Et heureusement, le monde, il a été créé avec le ciel et la mer en bleu. Mais par contre, d'autres choses sont leur propre couleur. Donc, en noir et blanc, une inspiration comme ça, c'est énormément plus riche. Est-ce que c'est On plus... attend le 12 juin. Moi aussi. Jonathan, parle-nous un peu, ou tout au moins, justement, tu nous parles de l'espace. Là, en l'occurrence, tu vas reconstituer, créer un espace plus exactement, quelque chose qui doit être plutôt de l'ordre du, on va dire, plus mental qu'autre chose. Pour Frédéric, lui, les personnages qu'il crée, il le disait il y a un instant, ils doivent être de plus en plus réels. Donc, entre quelque chose qui est, on va dire, mental dans la conception de l'esprit, de l'espace, et l'objet réel ou le personnage réel, comment vous allez communiquer, faire passer? Est-ce que justement ces deux univers doivent être sur le même plan, ou au contraire, justement, profiter de ces différences pour déstabiliser le spectateur propre que nous sommes? En même temps, pour moi, je pense que le but, c'est pas de refaire la promenade ici. Ça, c'est déjà, c'est vraiment une vision qu'on peut avoir. Comment on peut transfigurer la promenade, comment on peut la mettre, comment on la voit surtout. Et c'est surtout pas refaire la même chose que ce sera, de toute façon, ce sera toujours en dessous que ça existe et ce sera toujours mieux que ce qu'on pourra faire. Donc le but, il n'est pas là. Le but, il est vraiment de, par rapport à notre vision, d'arriver à créer quelque chose, à transfigurer, à... Voilà. Parce que pour moi, un travail comme ça, qui représente mon inspiration principale, c'est une image de passage, du temps, du passage géographique. Tout d'abord, il y a 3 soleils. Il y a le soleil qui se lève, il y a le soleil du midi qui tape, on ne peut pas regarder, donc c'est blanc. Ensuite, il y a le coucher du soleil à l'Estoril, après l'aéroport. Donc, c'est pas un cliché, c'est pas un truc qu'on prend avec un appareil, c'est un passage de temps. Il y a le vent, il y a moi qui descends de mon village dans l'arrière-pays où il pleut. Et je vois la baie, et ensuite la baie, et ensuite la baie, et ensuite la baie, parce que quand on descend par Fabron ou là-bas, la baie, la baie. Et donc, il y a mon passage de mon village et les vues de la baie. Il y a le passage de la lumière, il y a le passage des nuages, parce qu'ici, tout est gris parce qu'il y a les nuages au-dessus de la ville, et ensuite la tempête s'en va, et il y a cette espèce de brillance qu'on connaît ici à Nice. On a eu il y a 10 minutes la pluie, et ensuite c'est comme si la ville a été passée par la machine. C'est vraiment incroyable, la transparence de l'air, la clarté. Et il y a également le passage des chaises, donc c'est tout mouvementé. Il n'y a pas un moment du jour ou un endroit de perspective.
Mais dans le cadre d'une toile comme ça c'est d'une certaine manière pas trop difficile. Parce que normalement, les gens vont regarder ça à peu près d'ici, et voilà. Tandis que dans toute une salle où les gens vont se promener, Si vous avez des questions, si vous voulez, ça va être... Alors peut-être, on peut peut-être raconter aussi une petite anecdote. Je crois que c'est Frédéric qui va raconter mieux que personne. C'est un peu la genèse de l'oiseau qui est sur la pelouse du musée depuis 2009 et qui nous intéresse tout particulièrement puisque tout à l'heure, Christian Gorelli et notre saxophoniste Hélène ont commencé à jouer dans les jardins. Et je crois qu'il y a quelque chose de très intéressant à raconter à propos de cet oiseau qui est en lien direct avec effectivement le propos du musée. Attention, vous pouvez nous raconter juste Je ne sais pas ce que c'est. le fait que cet oiseau il remonte à très loin. Ah oui, oui. En fait, moi je commençais à dessiner, à peindre, c'est-à-dire à la maternelle, quand j'avais 5-6 ans, par là. J'ai fait ça toute ma vie. Et cet oiseau qui est à l'extérieur, petit, je faisais exactement le même oiseau. Et cet oiseau m'a suivi durant ce finir. Jusqu'en, je ne sais plus, il a 20 ans, donc voilà, 20 ans en arrière. Et puis, voilà. Donc c'est un oiseau qui m'a permis mon jeu. Bravo. Enfin voilà. Et pour en revenir à cette promenade, ces personnages, et je sais que vous attachez beaucoup d'importance, pour beaucoup d'entre eux, ils sont en mouvement. Et je voudrais un petit peu savoir si on va avoir droit effectivement à d'autres créations un petit peu dans le même esprit, ou qu'est-ce que vous nous réservez pour le mois de juin? Quoi? Non, il y a déjà un Mickey qui existe, mais Un sportif. un sportif. Je sais pas encore. Ça va venir. Je sais pas. Pour l'instant, c'est voilà, Pour les recherches, par exemple, des vêtements, comment est-ce que vous procédez? ça dépend vraiment des saisons. D'accord. Parce qu'il y a peut-être, je sais pas. Il y a longtemps, j'ai travaillé pendant une année, j'étais coloriste dessinateur, j'ai travaillé il y a 22 ans, quelque chose comme ça. J'étais coloriste dessinateur, à l'époque c'était chez Cacharet, et je m'occupais de toutes les gammes de couleurs, et voilà. Donc en fait, j'ai un peu tourné en rond, c'est-à-dire que 20 ans après, j'ai fait mes propres modèles, et j'ai utilisé mes propres tissus, et en fait je faisais la même chose que ce que je faisais, entre guillemets, ce que je faisais 22 ans avant. Donc en fait, j'ai l'impression que la vie, c'est quelque chose où c'est comme une spirale, quoi. On tourne et